Le 27 octobre 2025, à 8h30 TU, le coronagraphe SOHO a capturé quelque chose qui contredit 70 ans de physique cométaire établie. L'objet interstellaire 3I Atlas est apparu dans le cadre SOHO C32510270830, montrant une émission massive de gaz, un nuage d'hydrogène s'étendant sur 400 000 km, mais aucune queue de poussière détectable. Toutes les comètes jamais observées produisent de la poussière. Le rapport poussière-gaz varie entre 0,3 et 3,0. 3I Atlas, moins de 0,01. Il ne s'agit pas d'un écart marginal, il s'agit d'une impossibilité catégorique. Le satellite GOES-19 a confirmé indépendamment cette observation le 29 octobre. La coma gazeuse est visible grâce à la diffusion résonante ultraviolette. Signature de poussière dans les longueurs d'onde visibles, absente. Deux satellites, instruments différents, même conclusion. L'objet produisant du gaz a un rythme de 180 000 kg par seconde, équivalent à celui de comètes majeures comme Hale-Bopp, ne génère aucune poussière. Vitesse du gaz, 600 mètres par seconde. À cette vitesse, des particules pouvant atteindre 3 cm de diamètre devraient être soulevées. Aucune n'est détectée. La physique est sans ambiguïté. Les comètes sont des mélanges de glace et de poussière. Le gaz se sublime, crée une pression et soulève la poussière. Ce mécanisme a été observé dans toutes les comètes actives au cours de 5 décennies de missions spatiales. Giotto à Halley, Deep Impact à Tempel 1, Rosetta à Churyumov-Gerasimenko, Stardust à Wild 2. Toutes les missions l'ont confirmé. Les comètes produisent de la poussière. Le modèle standard l'exige. La théorie de la formation le prédit. Les observations le montrent toujours. Jusqu'à 3I Atlas. Le docteur Jessica Palmer de l'Université du Maryland a analysé 137 images SOHO prises entre le 21 octobre et le 5 novembre. Une couverture continue de 15 jours, y compris le périhélie. Traitement des images, soustraction de l'arrière-plan, correction du champ plat, suppression des rayons cosmiques, sensibilité améliorée d'un facteur 10 par rapport à la détection normale de poussière. La recherche a couvert tous les angles de position de 0 à 360 degrés. Résultat, aucune poussière à aucun angle et à aucun moment. Limite supérieure, moins de 5 kg par seconde. Production de gaz, 180 000 kg par seconde. Rapport, 0,0003. C'est 1000 à 10 000 fois moins que n'importe quelle comète dans les archives d'observation. Article soumis à Icarus, le 3 novembre. Rejeté le 27 novembre. 24 jours. Réviseur NEAR 1. L'absence peut refléter les limites des instruments. L'article de Palmer a montré un seuil de détection 10 fois inférieur à celui de toute comète active précédente. Réviseur NEAR 2, envisager d'autres compositions échappant à la détection. L'article a abordé cette question. Aucune composition n'échappe simultanément à toutes les méthodes de détection, tout en étant soulevée par le flux de gaz observé. Ces deux préoccupations ont été explicitement abordées dans le manuscrit. Pourtant, le rejet a eu lieu. Pourquoi les réviseurs rejettent-ils un article pour ne pas avoir abordé des questions qu'il a manifestement abordées? Ce schéma se répète. Tous les scientifiques qui tentent de publier des résultats sur l'absence de poussière se heurtent à des obstacles. Les articles sont rejetés plus rapidement que la norme. Les critiques citent des problèmes déjà abordés. Les données sont restreintes après leur publication initiale. Quelque chose dans l'absence de poussière déclenche une réaction institutionnelle qui empêche la publication scientifique normale. Une analyse théorique révèle pourquoi cela est important. Le docteur Marcus Chen du JPL a modélisé le flux de gaz provenant du noyau avec une teneur en poussière variable. Un gaz à 600 mètres par seconde avec une gravité de l'objet de 0,001 mètre par seconde carré, vitesse d'échappement de 1,5 mètre par seconde, devrait soulever toutes les particules de moins de 3 cm de diamètre. La vitesse du gaz dépasse la vitesse d'échappement d'un facteur de 400. La physique est simple, le gaz entraîne les particules s'échappent, une queue de poussière se forme. Cela a été validé expérimentalement, observé universellement et confirmé à plusieurs reprises. Il ne s'agit pas d'une théorie nécessitant une preuve, c'est un fait établi. Pourtant, 3I Atlas contredit ce fait. Soit les particules n'existent pas dans une taille suffisante pour être soulevées, soit elles sont liées par des forces supérieures à la traînée du gaz. Force de liaison nécessaire pour empêcher le décollage, 10 000 pascal. Force de cohésion de la glace cométaire, 1000 à 5000 pascal. La force nécessaire dépasse les propriétés mesurées de la glace d'un facteur de 2 à 10. Quel matériau offre cette force tout en restant suffisamment poreux pour émettre du gaz aux taux observés?
Les expériences en laboratoire fournissent une réponse, mais elle n'est pas rassurante. Le docteur Thomas Wu, de l'Université d'Hawaï, a irradié des mélanges de glace et de poussière avec des faisceaux de protons simulant l'exposition aux rayons cosmiques pendant un transit interstellaire d'1 milliard d'années. Dose de rayonnement 10 à la 8e puissance à 10 à la 10e puissance Grays. Échantillon chauffé à 300 Kelvin après irradiation. Résultat, des doses de rayonnement supérieures à 5 x 10 à la 8e Gray ont créé une croûte superficielle empêchant l'émission de poussière, tout en permettant la perméabilité au gaz. Épaisseur de la croûte, 2 mm. Composition, matrice de glace amorphe avec poussière incrustée, mais immobile. Ce mécanisme fonctionne. Il explique les observations. Il nécessite seulement que l'objet ait voyagé dans l'espace interstellaire suffisamment longtemps pour accumuler une dose de rayonnement. Pour un transit de plusieurs milliards d'années, la dose est suffisante. Le mécanisme est plausible. Il est également très troublant. Car si ce mécanisme est correct, cela indique que l'objet n'est pas seulement un visiteur interstellaire, mais un ancien voyageur ayant passé un temps considérable dans l'espace lointain. Un temps suffisant pour une modification complète de la surface par traitement par rayonnement. Un temps mesuré en néons, et non en millions d'années. Quel type d'objet survit à un voyage interstellaire d'1 milliard d'années avec suffisamment de substances volatiles internes pour produire une émission massive de gaz à son arrivée au Soleil? Les comètes naturelles devraient perdre leurs substances volatiles au cours d'un tel voyage. Sublimation due au réchauffement par les rayons cosmiques, l'érosion due aux impacts de poussière, les cycles thermiques dus au passage à travers des nuages moléculaires. Après des milliards d'années, les composés volatiles devraient être épuisés. Pourtant, 3I Atlas conserve suffisamment de composés volatiles pour égaler la production de gaz de Hale-Bopp. Soit les composés volatiles étaient initialement présents en quantité bien supérieure à celle de n'importe quelle comète du système solaire, ce qui nécessiterait un mécanisme de formation inconnu de l'astrophysique, soit les composés volatiles sont reconstitués par un processus interne, ce qui nécessiterait une source d'énergie également inconnue. Aucune de ces explications ne correspond au modèle des comètes naturelles. Wu a soumis les résultats de ses laboratoires à Science le 28 novembre. Ils ont été rejetés le 15 décembre sans examen externe. 17 jours. Rédacteur en chef. La pertinence astronomique est spéculative. Pourtant, Science publie régulièrement des articles sur l'astrophysique de laboratoire. Des articles précédents sur l'irradiation de la glace ont été publiés dans Science sans que leur pertinence ne soit remise en question. Cette expérience spécifique liée aux observations de 3I Atlas est jugée spéculative. Pourquoi une expérience expliquant des observations réelles manque-t-elle de pertinence? L'explication alternative est pire. Si la poussière est absente, non pas parce que les particules sont liées, mais parce qu'elles n'ont jamais existé. Le noyau doit être constitué de glace pure. Il n'y a alors aucune composante de poussière. La glace pure nécessite un mécanisme de formation séparant la glace de la poussière. Un tel mécanisme n'existe pas dans la théorie conventionnelle de la formation des comètes. Les comètes se forment dans des disques protoplanétaires à partir d'un mélange de grains de glace et de grains de poussière silicatés. Ceux-ci se condensent séparément, mais se mélangent sous l'effet de la turbulence. Toutes les comètes observées contiennent de la poussière. Les rapports poussière-glace varient, mais aucune comète ne s'est jamais avérée dépourvue de poussière. Une composition de glace pure nécessiterait un environnement de formation où seule la glace existe, où la poussière a été complètement exclue. Quel environnement permet d'atteindre cet objectif? Le docteur Yuki Tanaka de l'Institut de Tokyo a examiné les scénarios de formation. Nuages moléculaires, rapport poussière-gaz minimum de 0,01, produit toujours des comètes contenant de la poussière. Expulsion par pression de radiation peut réduire la poussière d'un facteur 10 au maximum, pas à 0. Condensation directe de la glace à partir de la phase gazeuse nécessite des densités et des températures non observées dans la nature. Tous les scénarios échouent. Aucun environnement naturel ne produit de comètes sans poussière. Si 3I Atlas est de la glace pure, elle ne s'est pas formée par des processus naturels. Que reste-t-il si l'on exclut la formation naturelle? Article de Tanaka, soumis à Astronomy and Astrophysics le 16 novembre, rejeté le 4 décembre, 18 jours. Rejet. Conclusion trop définitive compte tenu de la compréhension limitée de la formation interstellaire. Pourtant, Astronomy and Astrophysics publie régulièrement des conclusions théoriques définitives. Les articles précédents de Tanaka utilisaient des approches de modélisation similaires et aboutissaient à des conclusions définitives sans objection.
Cette conclusion spécifique, selon laquelle aucune formation naturelle ne produit d'observation, est jugée trop définitive. Qu'est-ce qui rend cette conclusion particulièrement inadaptée à la publication? Les observations spectroscopiques ajoutent une dimension troublante. En l'absence de poussière, les observations ne devraient détecter que des composés volatiles, hydrogène, carbone, azote, oxygène. Les éléments réfractaires, silicium, magnésium, fer, qui forment la poussière, devraient être absents ou fortement appauvris. La spectroscopie Webb n'a montré aucune trace de silicium. L'infrarouge Spitzer n'a détecté aucune émission de silicate. Les observations terrestres n'ont détecté aucune ligne métallique. Sur toutes les longueurs d'onde, de l'ultraviolet à l'infrarouge moyen, couvrant toutes les principales caractéristiques minérales diagnostiques, rien. L'objet semble être de composition purement volatile. Cela correspond à une absence totale de poussière. Cela correspond également à quelque chose conçu pour être purement volatile. Les objets naturels sont des mélanges. La pureté nécessite une sélection ou un traitement. Les données d'observation Spitzer étaient initialement publiques, conformément à la politique du télescope spatial. Le 20 novembre, elles sont passées en accès propriétaire nécessitant l'approbation du pays. pays, Dr Sarah Chen à la NASA Ames. 3 demandes d'accès indépendantes ont été refusées entre le 25 novembre et le 5 décembre. Motif du refus, évaluation de la qualité des données en cours. Calibrage Spitzer standard, 1 semaine. Retard actuel, 6 semaines. Quelle évaluation nécessite 6 fois la durée standard? Entre-temps, une analyse de défense a été révélée par des documents divulgués. L'évaluation de la Defense Advanced Research Projects Agency dans le cadre du contrat FA 865 000 C003-2 a examiné les implications stratégiques des ressources chimiques extraterrestres. Contractant RAND Corporation, l'évaluation a conclu que les objets de composition 3E Atlas représentent des cibles de grande valeur pour l'extraction chimique servant à la survie, à la production de propergol et à la fabrication de matériaux spécialisés pour les opérations spatiales. Les objets astronomiques naturels ont été présentés comme des ressources stratégiques nécessitant une protection contre l'accès étranger. Classification, secret. Quelles hypothèses de planification nécessitent le secret? Cela remet tout en perspective. L'absence de poussière n'est pas seulement une curiosité scientifique. Elle indique une composition purement volatile. Les composés volatiles purs ont une valeur stratégique pour les opérations spatiales. Un objet présentant cette composition devient une ressource valant des milliards. Soudain, l'obstruction de la publication prend tout son sens sous un autre angle. Il ne s'agit pas de protéger la priorité scientifique, mais de protéger les renseignements économiques et stratégiques. Si des objets tels que 3E Atlas existent et sont accessibles, ils représentent une mine d'or en termes de ressources spatiales. Les informations permettant de les identifier et d'y accéder ont une valeur commerciale et militaire, une valeur qui justifie leur classification et leur contrôle. Mais cette logique ne fonctionne que si d'autres objets existent. 3E Atlas quitte le système solaire. Il ne peut être capturé ni utilisé. Sa valeur est informative. Il prouve l'existence de tels objets. Si des objets similaires existent dans des orbites accessibles, ceinture d'astéroïdes, ceinture de Kuiper, ils deviennent des ressources exploitables. Cela explique l'annonce faite par la NASA le 23 décembre. Programme d'étude des ressources chimiques avec un budget de 200 millions de dollars pour étudier 10 000 astéroïdes et objets de Kuiper à la recherche de corps chimiquement primitifs avec des stocks volatiles améliorés. Il s'agit d'une opération de prospection, pas de science, mais de reconnaissance des ressources. Les résultats de l'étude sont classifiés sous ITAR, empêchant l'accès étranger au emplacement de ressources stratégiques. Les marchés de l'assurance ont réagi. Les primes des opérations spatiales ont augmenté de 31% à la mi-décembre. De nouvelles clauses d'exclusion ont été ajoutées. Dommages résultant de l'interaction avec des corps volatiles anormaux exempts de poussière. Nouvelle catégorie de risque. Les actuaires fixent les prix en fonction de la probabilité. Quelle évaluation de la probabilité justifie une augmentation de 31% des primes? Quels scénarios sont modélisés qui incluent des interactions avec des corps exempts de poussière, en nombre suffisant pour affecter les calculs de risque? Les marchés financiers ont fait preuve de coordination. Les actions des entreprises chimiques ont augmenté en moyenne de 11% entre le 20 novembre et le 5 décembre. Aucune actualité concernant les entreprises. Volume des transactions en hausse de 130%. Activité sur les options concentrées sur les options d'achat à court terme. Valeur notionnelle, 200 millions de dollars.
Enquête de la SEC ouverte le 9 décembre sur des délits d'initiés. Une personne ayant accès à des évaluations classifiées a négocié sur la base d'informations selon lesquelles les entreprises chimiques allaient en bénéficier. Bénéficier de quoi? Des applications technologiques dérivées de la chimie 3E Atlas, des contrats pour développer des systèmes d'extraction volatiles, des droits sur les ressources pour des objets similaires s'ils étaient identifiés, des informations classifiées ont fuité vers les marchés financiers. Quelles informations ont cette valeur? Les dépôts de brevets se sont multipliés. Du 15 octobre au 30 novembre, 17 brevets pour la chimie de l'azote, les précurseurs du cyanure, les systèmes de concentration volatiles, y compris Stellar Resources LLC, enregistré le 9 octobre, 12 jours après les mesures de Webb. Le brevet revendique l'extraction de HCN à partir de glace volatilisée. Inventeur, expurgé pour des raisons de confidentialité liées à la sécurité nationale. 2 décembre, l'USPTO a émis des ordonnances de confidentialité sur 3 brevets. Ces ordonnances empêchent la publication lorsque celle-ci est préjudiciable à la sécurité nationale. Les processus chimiques spatiaux nécessitent soudainement la confidentialité. Pourquoi? Rupture de la coopération internationale. L'Académie chinoise a refusé le 12 décembre de participer au cadre de coordination des données de la NASA-ESA. Déclaration. La SAS publiera selon les protocoles standards sans conditions préalables. 48 heures plus tard, le département du commerce a ajouté 3 institutions astronomiques chinoises à la liste des entités restreignant l'accès à la technologie américaine. Activité des institutions, observation des comètes. La science spatiale devient une compétition géopolitique. L'accès aux données est un atout stratégique. Le contrôle de l'information est une question de sécurité nationale. Ce n'est pas ainsi que la science réagit à une observation intéressante, mais explicable. C'est ainsi que les institutions réagissent à des renseignements stratégiques qui doivent être protégés et exploités. L'absence de poussière révèle une composition purement volatile. Les composés volatiles purs indiquent soit une formation naturelle impossible, soit une sélection artificielle. Les 2 interprétations ont des implications. Si la formation est impossible, l'objet n'est pas naturel. Si la composition est sélectionnée, l'objet est artificiel. Dans les 2 cas, la classification conventionnelle des comètes échoue. Et si la classification conventionnelle échoue, toutes les hypothèses sur l'objet doivent être reconsidérées. S'agit-il d'un corps passif suivant une trajectoire balistique ou d'un système actif doté d'une capacité de propulsion expliquant les anomalies de trajectoire signalées mais non publiées? La chaleur interne provient-elle de la désintégration radioactive naturelle ou d'une source d'énergie expliquant l'excès thermique? La chimie est-elle le résultat d'un environnement de formation stellaire exotique ou d'une synthèse indiquant une technologie? Chaque question est traitée à travers des données restreintes, des analyses classifiées et des publications bloquées. Le schéma est cohérent. Les mesures physiques contredisent les modèles naturels. Les articles expliquant les contradictions sont rejetés. Les données sont restreintes. Des classifications sont appliquées. Une coordination internationale est mise en place. Les entités commerciales se positionnent pour en tirer avantage. Les marchés financiers évaluent les développements. Les marchés de l'assurance couvrent les risques. Les agences de défense évaluent les menaces. La NASA met en place des programmes d'étude des ressources. Des brevets sont déposés et classifiés. Tout cela ne se fait pas dans le but d'une observation scientifiquement intéressante, mais dans le cadre d'un développement stratégique nécessitant une gestion institutionnelle globale. La poussière est absente. Ce fait est confirmé de manière incontestable. Mais ce que révèle l'absence de poussière sur l'origine, la nature, la composition, la formation ou le but de l'objet reste caché derrière la classification et le contrôle institutionnel. Le discours public maintient que l'absence de poussière est inexpliquée, mais explicable par des mécanismes nécessitant des recherches supplémentaires. Les évaluations privées révélées par les allocations budgétaires, les changements de politique et les fuites de documents indiquent que les institutions traitent l'absence de poussière comme la preuve de quelque chose qui nécessite une gestion stratégique. Quelque chose d'assez précieux pour être protégé, quelque chose d'assez menaçant pour être contrôlé, quelque chose d'assez fondamentalement différent pour déclencher une coordination institutionnelle complète entre les entités gouvernementales, militaires, commerciales et internationales. Que l'objet soit une impossibilité naturelle ou un visiteur artificiel, l'absence de poussière est une preuve clé. Une preuve qui ne peut être publiée, qui ne peut être analysée librement, qui ne peut être discutée ouvertement. Une preuve que les institutions qui la détiennent ont décidé de protéger du public pendant que des capacités sont développées, des positions sont établies et des cadres sont créés pour ce qui va suivre. Que ce qui va suivre soit la divulgation d'une origine artificielle, la révélation de gisements de ressources accessibles ou toute autre chose.
La poussière a disparu, les explications sont insuffisantes, les institutions se coordonnent. Et personne n'explique au public pourquoi des dizaines de millions de dollars sont réaffectés, pourquoi des brevets sont classifiés, pourquoi des articles sont rejetés, pourquoi les données sont restreintes, ou quelle évaluation a été faite pour justifier de traiter l'absence de poussière provenant d'une comète en partance comme une question de sécurité nationale nécessitant une classification secrète et une coordination stratégique internationale. Ce silence est le signal le plus fort. Et ce qu'il signale, c'est que les institutions savent quelque chose au sujet de 3I Atlas qu'elles ont décidé que le public ne pouvait pas encore savoir. La question de savoir si cette décision protège l'intérêt public ou la prérogative institutionnelle est une question à laquelle chaque observateur doit répondre à partir des preuves disponibles. Preuves d'obstruction, preuves de coordination, preuves de contrôle. Preuve que l'absence de poussière signifie quelque chose qui va au-delà d'une anomalie scientifique intéressante. Quelque chose qui mérite d'être protégé par une gestion complète de l'information, allant des publications universitaires au marché financier en passant par les relations internationales. Ce quelque chose reste classé secret, mais ses effets sont visibles pour quiconque examine le comportement des institutions plutôt que d'accepter les explications officielles. Le comportement révèle l'évaluation. L'évaluation indique la conclusion. La conclusion reste tacite mais claire. L'objet n'est pas ce qu'il semble être, et l'absence de poussière est une preuve que les institutions ne peuvent pas permettre d'examiner librement, alors qu'elles se préparent à des implications qu'elles comprennent, mais ne partageront pas. L'absence de poussière documentée jusqu'en novembre a révélé des implications en cascade que les institutions ont reconnues, mais n'ont pas pu reconnaître publiquement. Car si 3I Atlas est purement volatile sans poussière, toutes les hypothèses concernant les menaces cométaires pour la Terre doivent être révisées. Et ces révisions conduisent à des scénarios dont aucun gouvernement ne veut discuter. Les modèles standards de défense planétaire supposent que les impacts de comètes délivrent une combinaison d'énergie cinétique, de substances volatiles et de poussière. La poussière crée un effet d'hiver nucléaire. Les particules bloquent la lumière du Soleil, les températures chutent, les récoltes sont détruites. C'est le mécanisme d'extinction de l'impact de Chicxulub il y a 66 millions d'années. Les modèles calculent que la poussière projetée dans la stratosphère détermine la gravité. Plus il y a de poussière, plus les conséquences sont graves. Une comète standard de 10 km délivre environ 10 000 milliards de kilogrammes de poussière de silicate, suffisamment pour bloquer 70% de la lumière du Soleil pendant 2 ans. Seuil d'extinction massive. Mais 3I Atlas change le calcul. Une comète purement volatile ne libère aucune poussière de silicate. L'impact crée un profil de menace différent. Les composés volatiles se vaporisent lors de l'impact. L'eau se transforme en vapeur. L'ammoniac se transforme en gaz. Le cyanure d'hydrogène se disperse sous forme d'aérosol. Pas de poussière signifie pas d'hiver nucléaire. Cela semble mieux. En réalité, c'est pire, car les impacts volatiles créent une menace différente, modification de la chimie atmosphérique et contamination toxique à l'échelle continentale. Le docteur Sarah Mitchell de Los Alamos a modélisé un scénario d'impact pour la composition de 3I Atlas, frappant la Terre à 30 km par seconde. Énergie d'impact, équivalente à 100 millions de mégatonnes de TNT, soit 7000 fois la plus grande arme nucléaire jamais testée. L'énergie vaporise l'impacteur et creuse un cratère de 80 km de diamètre. Mais la vaporisation d'une composition purement volatile crée un panache atmosphérique chimiquement réactif, plutôt qu'un nuage de poussière de silicate inerte. Le modèle de Mitchell a calculé la dispersion atmosphérique des produits chimiques générés par l'impact. La composition 3I Atlas comprend 8,3 parties par 1000 de cyanure d'hydrogène. Un corps volatile pur de 10 km contient environ 400 milliards de kilogrammes de HCN au total. L'impact vaporise tout. Le panache s'élève dans la stratosphère. Le HCN est stable dans la stratosphère pendant des mois. Les courants atmosphériques mondiaux dispersent le panache. En 6 semaines, la concentration de HCN dans la stratosphère atteint environ 5 parties par milliard à l'échelle mondiale. Cette concentration affecte la chimie de l'ozone. La destruction catalytique de l'ozone est similaire à l'effet des chlorofluorocarbones, appauvrissement de la couche d'ozone, environ 18% à l'échelle mondiale. Le rayonnement UV à la surface augmente d'un facteur 2,5. Les dommages aux cultures, la perturbation des écosystèmes et les taux de cancer de la peau augmentent de plusieurs ordres de grandeur. Mais l'appauvrissement de la couche d'ozone n'est pas la principale menace. Le HCN présent dans la stratosphère finit par descendre à travers la troposphère jusqu'à la surface.
Cette descente se produit par le biais des précipitations. Le lavage par la pluie ramène la chimie stratosphérique au niveau du sol. Le modèle de Mitchell a calculé les concentrations de HCN à la surface après la descente stratosphérique. Concentration maximale dans les précipitations, environ 80 parties par million. Cela dépasse de 2000 fois la dose létale pour les mammifères. Tout organisme buvant de l'eau de pluie pendant la période de retombée maximale meurt en quelques minutes. La contamination de l'eau douce rend toutes les eaux de surface toxiques pendant la durée des retombées, estimée entre 3 et 6 mois. Il ne s'agit pas d'une extinction due au froid et à l'obscurité. Il s'agit d'une extinction due à l'empoisonnement. Le mécanisme est différent, mais le résultat est le même. Le rapport de Mitchell daté du 24 novembre a été classé Secret SACS Restricted Data en vertu de l'Atomic Energy Act. L'analyse des effets des armes chimiques fait généralement l'objet d'une classification moins élevée. Pourquoi la modélisation des scénarios d'impact nécessite-t-elle un niveau de confidentialité équivalent à celui des armes nucléaires? Parce que le modèle montre que la composition de l'objet observé dans 3I Atlas crée une menace de niveau militaire, bien qu'il s'agisse d'un corps astronomique naturel, ou prétendument naturel. Si la composition est la preuve d'une conception, la classification prend un sens différent. Il ne s'agit pas de protéger l'analyse d'une menace naturelle, mais de protéger la conclusion concernant un système d'armes artificielles. L'Institut de recherche de l'armée sur la défense chimique a mené une évaluation distincte afin de déterminer si la composition chimique de 3I Atlas pouvait être intentionnellement transformée en arme. L'évaluation posait la question suivante. Si un acteur hostile voulait créer un système de livraison d'agents de guerre chimiques dont l'origine serait niable, un objet semblable à une comète pourrait-il y parvenir? L'analyse a conclu: la livraison d'un corps riche en substances volatiles et exempt de poussière sur Terre créerait une dispersion toxique impossible à distinguer d'un impact naturel, tout en faisant plus de victimes que toutes les armes chimiques conventionnelles réunies. La niabilité plausible serait préservée grâce à un mécanisme naturel apparent. Cette évaluation soulève une question terrifiante. 3I Atlas est-il une reconnaissance? Un test du mécanisme de lancement? Une démonstration que la civilisation capable de déplacer des objets de la masse d'une comète à travers l'espace interstellaire pourrait menacer la Terre à l'aide d'impacteurs chimiquement optimisés tout en conservant l'apparence d'un événement naturel? Si une civilisation avait l'intention de détruire la Terre tout en évitant d'être détectée, une comète purement volatile serait l'arme parfaite. Elle semble naturelle. Elle provoque l'extinction. Elle ne laisse aucune preuve d'intervention artificielle. Cette logique explique mieux la panique institutionnelle que la curiosité scientifique. Si 3I Atlas n'est pas une comète naturelle mais un système conçu, sa composition révèle une évaluation stratégique de la menace. La civilisation qui l'a construit comprend que la chimie sera analysée. La civilisation qui l'a construit accepte ce risque car la valeur de la démonstration l'emporte sur la sécurité opérationnelle. La démonstration dit: nous pouvons livrer des charges chimiques susceptibles d'entraîner l'extinction sur votre planète, faire croire à une catastrophe naturelle, et vous ne pouvez pas prouver le contraire. Il s'agit d'une dissuasion stratégique par la démonstration d'une capacité niable. Que cette interprétation soit correcte ou qu'il s'agisse d'une réaction paranoïaque excessive dépend de preuves classifiées qui ne sont pas accessibles au public. Mais le comportement institutionnel, classification des modèles d'impact, évaluation de la guerre chimique, rejet des articles discutant des implications de la composition, restriction des données permettant une analyse indépendante, est cohérent avec le cadre d'évaluation des menaces plutôt qu'avec celui de la curiosité scientifique. La modélisation des Centres pour le contrôle et la prévention des maladies, CDC, a ajouté une dimension supplémentaire à la menace. Si un futur objet interstellaire présentant la composition chimique 3I Atlas entrait dans l'atmosphère sous forme de bolide, petit corps qui n'atteint pas le sol mais explose en altitude, le panache de gaz toxiques se disperserait sans former de cratère. Le modèle du CDC du 1er décembre a examiné un corps de 10 mètres de diamètre présentant la composition 3I Atlas, entrant à une vitesse de 15 km par seconde. Le corps contient environ 4 millions de kilogrammes de matière. L'entrée dans l'atmosphère chauffe la matière à 3000 Kelvin. La décomposition thermique convertit le HCN en azote gazeux et en monoxyde de carbone. Mais la combustion incomplète lors d'une entrée turbulente produit un panache toxique contenant des résidus de HCN, de monoxyde de carbone et d'oxyde d'azote. Le modèle a calculé les concentrations au niveau du sol, dans un rayon de 3 km autour de l'explosion aérienne, jusqu'à 50 parties par million de HCN et jusqu'à 300 parties par million de monoxyde de carbone. Ces deux valeurs dépassent les seuils létaux,
Nombre de victimes prévues dans la zone d'exposition, entre 10 000 et 50 000 selon la densité de population. Le modèle du CDC souligne que cela est extrêmement improbable, étant donné la rareté des impacts interstellaires. Mais le modèle a été développé et distribué à la FEMA. La demande de budget de la FEMA du 10 décembre comprenait 15 millions de dollars pour la réponse à l'exposition chimique pour les vecteurs de menaces non traditionnelles. Cela crée une infrastructure de préparation pour un scénario que le CDC juge extrêmement improbable. Pourquoi se préparer à un scénario improbable à moins que l'évaluation de la probabilité ait changé? Quelles informations ont suffisamment révisé la probabilité à la hausse pour justifier le financement fédéral de la réponse aux catastrophes? Une explication. 3I Atlas n'est pas unique. S'il existe un objet interstellaire purement volatile, d'autres existent également. Si d'autres existent et que leur trajectoire croise l'orbite terrestre, la probabilité d'impact devient non négligeable. Les programmes d'études visant à identifier des objets similaires deviennent alors prioritaires. Cela explique l'annonce faite par la NASA le 23 décembre. Un programme d'étude des ressources chimiques de 200 millions de dollars ciblant 10 000 objets. Présenté comme une initiative scientifique, il s'agit en réalité d'une évaluation des menaces. Chaque objet purement volatile identifié devient à la fois une opportunité en termes de ressources et une menace potentielle d'impact. Les données d'études classifiées sous ITAR protègent simultanément l'avantage commercial et empêchent les nations adverses d'identifier les mêmes cibles à des fins d'exploitation ou d'armement. Mais cela crée une instabilité stratégique. Si des objets de valeur existent dans le système solaire et que plusieurs nations les identifient simultanément, la concurrence pour les droits d'accès crée des scénarios de conflit. Si les objets peuvent être redirigés pour l'extraction de ressources, la même technologie permet la redirection pour les armes à impact. Un objet qui peut être déplacé vers une orbite rentable peut être déplacé vers une orbite croisant celle de la Terre. La capacité d'utilisation des ressources spatiales est une technologie à double usage, permettant la fabrication d'armes à l'échelle planétaire. Cela explique le point à l'ordre du jour du groupe de travail de la NASA du 15 décembre, qui traite des scénarios impliquant l'approche ou l'atterrissage sur une surface émettant de la poussière. La technologie d'atterrissage permet l'extraction des ressources. Elle permet également d'installer des systèmes de propulsion pour modifier la trajectoire. Elle permet également de transformer un astéroïde en arme cinétique. Les entreprises spatiales privées l'ont immédiatement compris. Entre le 20 novembre et le 10 décembre, 3 entreprises, Planetary Resource, Deep Space Industries et Transastra, ont déposé des brevets pour des systèmes de collecte de matières volatiles sans poussière et la modification de la trajectoire de corps glacés cohésifs. Les brevets décrivent des systèmes permettant d'atterrir sur des objets présentant les propriétés 3I Atlas, d'en prélever des échantillons et de les rediriger. La modification de la trajectoire est nécessaire à l'extraction des ressources, afin d'amener l'objet sur une orbite accessible. Elle est également nécessaire pour les armes à impact, qui consistent à envoyer l'objet vers la Terre. Les brevets évitent de mentionner les applications militaires, mais les technologies utilisées sont identiques. Pourquoi déposer des brevets dans un délai de 3 semaines, à moins que des informations indiquant une valeur commerciale et stratégique à court terme ne soient devenues disponibles? La demande déposée par SpaceX le 4 décembre auprès de la FCC pour des communications spécialisées pour la prospection chimique dans l'espace lointain comprend un calendrier indiquant des lancements à partir de 2027, soit dans 18 mois. Ce calendrier suggère que la planification de la mission est déjà bien avancée. La planification nécessite la sélection de cibles. La sélection des cibles nécessite de savoir où se trouvent les objets. Où SpaceX a-t-il obtenu des informations sur l'emplacement des cibles si le programme d'études de la NASA n'a été annoncé que le 23 décembre et que les données sont classifiées? Soit SpaceX a un accès classifié grâce à des contrats gouvernementaux, soit il dispose d'une capacité de détection indépendante, soit des informations ont fuité. Toute explication indique une coordination institutionnelle allant au-delà des annonces publiques. Les réactions internationales montrent une reconnaissance de la menace. Le refus de l'Académie chinoise de coopérer avec la NASA le 12 décembre a signalé son intention de poursuivre ses propres études et exploitations. La Chine n'investirait pas de ressources si l'évaluation ne concluait pas à l'existence et à la valeur des objets. La valeur est économique si les ressources sont exploitables ou stratégique si les objets ont un potentiel militaire. Dans tous les cas, la compétition commence. L'inscription des institutions astronomiques chinoises sur la liste des entités par le département du commerce le 14 décembre n'était pas un différend scientifique. Il s'agissait d'un refus stratégique de technologie. Il s'agissait d'empêcher la Chine d'identifier des cibles que les États-Unis considèrent comme stratégiquement importantes. C'est le comportement de nations en compétition pour obtenir un avantage militaire.
et non celui de scientifiques en quête de connaissances. L'annonce faite le 16 décembre par l'Agence spatiale européenne d'une étude sur la mission Interstellar Object Rendez-vous avec une date cible fixée à 2030 indique que l'Europe estime que ces objets justifient des missions dédiées. Le calendrier est ambitieux. Le développement normal d'une mission prend 5 à 7 ans. L'annonce d'une étude de mission 4 mois après la découverte de l'objet signifie que l'évaluation a conclu que la priorité justifiait un développement accéléré. Quelle évaluation justifie de dépenser des milliards pour une mission vers un objet qui sera inaccessible avant la fin du calendrier de la mission? Seule explication, la mission vise un autre objet présentant des propriétés similaires. L'ESA sait ou s'attend à ce que d'autres objets existent. Le développement de la mission prépare la capacité à les atteindre. La capacité d'investigation scientifique est également une capacité d'extraction de ressources ou de modification de trajectoire. La réaction des marchés financiers montre des transactions informées basées sur des informations non publiques. 230 millions de bénéfices provenant d'options sur actions d'une entreprise chimique achetées en novembre. Position prise par des entités ayant accès à des informations classifiées ou ayant fait l'objet de fuites. L'enquête de la SEC confirme la fuite. Les informations sont passées des évaluations classifiées au marché financier. Positionnement du marché avant les annonces publiques. Cela indique que les informations classifiées ont une valeur monétaire. Des informations sur quoi? Sur les objets qui seront identifiés, sur les technologies qui seront développées, sur les contrats gouvernementaux qui seront attribués, sur la concurrence stratégique qui va se dérouler. Quelqu'un savait que ces développements allaient se produire. Cette connaissance provenait d'évaluations classifiées. Ces évaluations ont abouti à des conclusions, justifiant des investissements dans l'attente de résultats spécifiques. Les réponses du secteur des assurances révèlent une modélisation des risques qui inclut des scénarios non discutés publiquement. Les primes pour les opérations spatiales ont augmenté de 31% en décembre. Nouvelle exclusion pour les corps volatiles anormaux sans poussière. Les actuaires évaluent les risques en fonction de la probabilité et des conséquences. Quelle analyse de probabilité et de conséquences produit une augmentation de 31% des primes? Les modèles standards incluent le risque de collision avec des débris, le risque de tempête solaire, les dommages causés par les micrométéorites. Ces risques sont bien caractérisés. Les augmentations de primes reflètent une nouvelle catégorie de risques. Risque de quoi? Collision avec des objets non identifiés exempts de poussière, contamination chimique due à des rencontres volatiles, militarisation des corps redirigés. Les documents d'assurance ne le précisent pas, mais les primes reflètent les pertes attendues calculées. Des pertes résultant d'événements que le secteur des assurances estime suffisamment fréquents pour justifier des augmentations permanentes des tarifs. Pendant ce temps, la fenêtre d'observation se referme. 3E Atlas, au-delà de l'orbite martienne depuis fin décembre. Température de surface de 150 Kelvin. Activité cessée. L'objet devient trop faible pour la spectroscopie d'ici juin. Fin des possibilités d'investigation physique. Mais les réponses institutionnelles s'accélèrent plutôt que de diminuer. Si l'objet s'éloigne et ne peut plus être étudié, pourquoi les budgets augmentent-ils? Les programmes sont-ils lancés? Les brevets déposés? Et la concurrence internationale s'intensifie-t-elle? Parce que l'objet lui-même n'est pas la principale préoccupation. C'est ce que l'objet représente qui est préoccupant. La preuve que des corps purement volatiles existent. La preuve que des milliards d'années de rayonnement créent des propriétés de surface spécifiques. La preuve que l'espace interstellaire délivre des objets qui violent les modèles de formation du système solaire. La preuve, si l'interprétation paranoïaque est correcte, que la civilisation technologique a démontré sa capacité à livrer des armes d'extinction chimiquement optimisées tout en conservant une apparence naturelle plausible. Que l'interprétation technologique soit réelle ou qu'il s'agisse d'une réaction excessive des institutions qui interprètent à tort une anomalie naturelle comme une menace artificielle, les résultats convergent. Des ressources sont engagées, des capacités sont développées, une concurrence internationale émerge, des cadres stratégiques sont mis en place. Tout cela repose sur l'évaluation selon laquelle 3E Atlas révèle quelque chose qui nécessite une réponse institutionnelle globale. Le modèle de réponse suggère que les institutions ont conclu soit que l'objet n'est pas naturel et représente une intelligence, soit que des objets similaires existent dans des endroits accessibles et représentent des atouts stratégiques pour lesquels il vaut la peine de se battre, soit les deux. Le public reste largement inconscient. La couverture médiatique grand public est minimale, 30 articles depuis juillet. Aucun ne traite des réponses institutionnelles. Les médias alternatifs produisent 500 vidéos qui atteignent 40 millions de vues, mais les médias alternatifs n'ont pas accès aux informations permettant de vérifier les affirmations. Les informations existent sous forme de fragments et de fuites.
Pour avoir une vue d'ensemble, il faut accéder à des données classifiées. Un sondage Pew Research montre que 15% des Américains pensent que le gouvernement cache des informations sur l'objet. Cette croyance existe sans que l'on comprenne précisément ce qui est caché, ni pourquoi. La prise de conscience se répand par des canaux informels, tandis que les canaux officiels maintiennent un discours conventionnel limité. Cette asymétrie de l'information crée une vulnérabilité. Si une crise survient, détection d'un autre objet interstellaire sur une trajectoire croisant celle de la Terre, confirmation d'une origine non naturelle, révélation d'une compétition stratégique débouchant sur un conflit, découverte d'une civilisation technologique surveillant la Terre par l'intermédiaire de proxy, le public ne sera pas préparé. Il n'aura aucun contexte pour comprendre. Il n'aura aucun cadre pour réagir. Les institutions se seront préparées pendant des mois, tandis que le public recevra soudainement des informations sans y être préparé. Les précédents historiques montrent que les divulgations précipitées créent la panique. Une divulgation progressive permet de s'adapter, mais une divulgation progressive nécessite une transparence que les institutions ont refusée. Le choix de maintenir le secret tout en préparant les réponses institutionnelles garantit une réaction publique chaotique plutôt que maîtrisée lorsque la divulgation aura lieu. Et la divulgation aura lieu. Le contrôle de l'information échoue. Les fuites continuent. Les articles finiront par être publiés par d'autres moyens. La coopération internationale se fracture, éliminant la coordination qui permet la suppression. Les données chinoises seront publiées ouvertement. Les observations russes apparaîtront. Les scientifiques européens frustrés par les restrictions trouveront des solutions de contournement. Les lanceurs d'alerte au sein des agences fourniront des documents. Les marchés financiers tiendront compte des développements révélant les connaissances institutionnelles. Les tendances deviendront indéniables, même sans confirmation officielle. Le contrôle est temporaire. La divulgation est inévitable. Seul le moment reste variable. Les institutions le savent. Leur réponse ne consiste pas à empêcher la divulgation, mais à gérer le moment opportun tout en établissant des positions et des capacités avant que le public n'en ait connaissance. Une course contre la diffusion de l'information. Développer des technologies, déposer des brevets, étudier des sites, créer des cadres juridiques, négocier des accords internationaux, allouer des budgets. Tout cela avant que la prise de conscience du public ne crée des pressions politiques compliquant l'autonomie institutionnelle. Il s'agit d'une stratégie rationnelle du point de vue institutionnel. Créer des faits sur le terrain avant que l'opinion publique ne devienne un facteur. Mais cette stratégie nécessite de maintenir le contrôle de l'information jusqu'à ce que les positions soient sécurisées. Le contrôle est déjà en train de s'effriter. Les positions ne sont pas encore sécurisées. Le calendrier est comprimé. Le risque d'une divulgation prématurée augmente chaque jour. Que se passera-t-il si la divulgation a lieu avant que les préparatifs institutionnels ne soient terminés ? Que se passera-t-il si le public apprend que Three Eye Atlas est potentiellement artificiel avant que les gouvernements ne soient prêts à en expliquer les implications ? Que se passera-t-il si la Chine ou la Russie divulguent l'information en premier, en présentant les États-Unis comme supprimant l'information ? Que se passera-t-il si les marchés financiers s'effondrent à la suite de fuites indiquant des menaces d'extinction provenant d'objets redirigeables ? Que se passera-t-il si les institutions religieuses interprètent l'intelligence non naturelle comme une crise théologique ? Que se passera-t-il si le public exige des mesures de défense immédiates nécessitant des ressources qui n'ont pas encore été allouées ? Ces scénarios expliquent pourquoi l'information reste contrôlée. Non pas pour protéger le public de la connaissance, mais pour protéger les institutions des conséquences de la connaissance. Car la connaissance crée des demandes auxquelles les institutions ne peuvent pas encore répondre. Des demandes d'explication, de défense, de coopération internationale plutôt que de concurrence, de transparence sur les évaluations, de responsabilité sur les ressources engagées dans des programmes secrets, de contrôle civil sur les décisions stratégiques. Toutes ces demandes limitent l'autonomie institutionnelle, ce que les institutions ne sont pas prêtes à accepter. Ainsi, l'information reste contrôlée, tandis que l'absence de poussière, un fait physique confirmé sans contestation possible, est traitée comme une information stratégique nécessitant une classification, tandis que la composition purement volatile, conclusion analytique découlant directement des mesures, est cachée derrière des documents rejetés et des données restreintes, tandis que les réponses institutionnelles révélant les conclusions des évaluations, réorientation budgétaire, mise en place de programmes, concours internationaux, se poursuivent sans explication ni contrôle public. Three Eye Atlas s'en va. Les preuves sont archivées. Les réponses institutionnelles s'accélèrent. Le public reste dans l'ignorance. Et chaque jour où le secret est maintenu augmente la gravité des perturbations lorsque le secret échoue. Car le secret échouera. L'information veut être diffusée.
Les tentatives de contrôle créent une pression. La pression cherche à se libérer. La libération se fera soit par une divulgation contrôlée, soit par une fuite incontrôlée. Les institutions semblent s'engager dans la première voie, tout en créant les conditions garantissant la seconde. C'est une trajectoire vers le chaos déguisé en stabilité. Une trajectoire visible pour quiconque examine le comportement institutionnel plutôt que d'accepter les discours officiels. Un comportement qui révèle l'absence de poussière signifie que les institutions estiment qu'il faut une gestion stratégique, une coordination internationale, un engagement budgétaire et l'ignorance du public. Ce que cela signifie précisément reste classé secret. Mais les conséquences de cette classification, instabilité stratégique, asymétrie de l'information, préparation sans surveillance, concurrence sans transparence, se manifestent déjà. Et ces conséquences façonneront la réponse humaine à ce qui viendra ensuite, qu'il s'agisse d'une anomalie naturelle nécessitant une explication scientifique ou d'un visiteur artificiel nécessitant un jugement civilisationnel. À la fin du mois de décembre, les implications de l'absence de poussière convergent vers des scénarios que les institutions comprennent, mais ne peuvent aborder publiquement, car la compréhension conduit à des questions sans réponse acceptable. Des questions sur ce qu'est réellement 3E Atlas. Des questions sur l'existence d'autres objets, des questions sur ce qui va se passer ensuite, et le plus troublant, des questions sur le caractère accidentel ou intentionnel de l'arrivée. L'analyse de la trajectoire de 3E Atlas, réalisée en novembre par le docteur Antonio Ramirez à l'Observatoire européen austral, a révélé une anomalie qui n'avait pas été divulguée auparavant. La trajectoire interstellaire standard est hyperbolique. L'objet s'approche de l'infini, tourne autour du Soleil, puis repart vers l'infini. Il s'agit d'une simple interaction gravitationnelle. La trajectoire de 3I Atlas est hyperbolique, mais ses paramètres sont statistiquement inhabituels. Distance au périhélie, 0,54 unités astronomiques. Inclinaison orbitale, 87 degrés, presque perpendiculaire au plan planétaire. Argument du périhélie, position la plus proche, directement opposée à la position de la Terre en décembre. Ces paramètres signifient que l'objet a manqué la Terre de justesse, tout en traversant le système solaire interne. Si la trajectoire visait à observer la Terre sans s'en approcher de trop près, cette géométrie est optimale. Elle offre une vue de la Terre à une distance sûre, tandis que le passage au périhélie près du Soleil teste la réponse thermique de l'objet et déclenche une activité maximale. Si la trajectoire est naturelle, c'est-à-dire une arrivée aléatoire depuis l'espace interstellaire, des paramètres aussi spécifiques sont peu probables. Calcul de probabilité du docteur Ramirez, environ 0,03%. 30 fois moins probable qu'une trajectoire aléatoire avec des paramètres différents. Le docteur Ramirez a soumis son article sur l'analyse de la trajectoire le 8 novembre. Il a été rejeté le 1er décembre sans avoir été examiné. Le rejet administratif indiquait: les conclusions de l'analyse de la trajectoire s'appuient sur des arguments statistiques qui ne tiennent pas suffisamment compte des effets de sélection observationnelle. Les effets de sélection se produisent lorsque les méthodes de détection biaisent l'échantillon observé. Par exemple, en trouvant plus d'objets brillants parce que les objets faibles sont manqués. Mais 3I Atlas a été détecté à une distance de 4 unités astronomiques, bien au-delà du seuil de sélection. La méthode de détection aurait permis de trouver des objets sur n'importe quelle trajectoire. Les effets de sélection ne s'appliquent pas. Pourtant, le document a été rejeté pour ces raisons. Pourquoi l'analyse de la trajectoire montrant des paramètres improbables justifie-t-elle un rejet fondé sur des préoccupations statistiques inapplicables? Parce que l'analyse de la trajectoire, combinée à l'absence de poussière, crée un récit que les institutions veulent supprimer. La trajectoire suggère une approche intentionnelle optimisée pour l'observation. L'absence de poussière suggère une composition artificielle. Les anomalies thermiques suggèrent une source d'énergie interne. La composition chimique suggère une synthèse. Chaque anomalie prise isolément pourrait être un phénomène naturel extrême. Combinée, elle crée un profil qui correspond davantage à un système de reconnaissance conçu qu'à une comète naturelle. Et si la trajectoire a été choisie plutôt que laissée au hasard, l'arrivée n'est pas une rencontre fortuite, mais une reconnaissance délibérée. Par qui? Dans quel but? Ces questions n'ont pas de réponse satisfaisante. Le docteur Anna Kozlov de l'Observatoire McDonald a effectué un suivi indépendant de la trajectoire afin d'identifier le système stellaire d'origine. Les calculs de trajectoire ont été intégrés à rebours dans le temps en tenant compte des effets gravitationnels des étoiles connues et de la dynamique galactique. Le suivi montre que 3E Atlas est venu de la direction de la constellation de la Lyre. À moins de 10 degrés de l'origine de la trajectoire, environ 2000 étoiles dans un rayon de 50 années-lumière. Les candidats les plus prometteurs,
7 étoiles de type G similaires au Soleil, situées à des distances comprises entre 32 et 48 années-lumière. Temps de trajet à la vitesse de 3E Atlas, soit 58 km par seconde, 600 000 à 900 000 ans. Ce délai est réalisable pour un voyage interstellaire, mais il nécessite également des capacités techniques extraordinaires. Un objet voyageant pendant 900 000 ans doit conserver son intégrité structurelle face aux dommages causés par les rayons cosmiques, l'érosion par les micrométéorites et les cycles thermiques. Cela nécessite soit des propriétés matérielles exceptionnelles, soit des systèmes de maintenance actifs. Une comète naturelle se dégraderait au cours de cette période. Les substances volatiles se sublimeraient sous l'effet du réchauffement par les rayons cosmiques. La structure se fragmenterait sous l'effet des impacts. Pourtant, 3I Atlas est arrivé intact avec suffisamment de substances volatiles pour produire une émission massive de gaz au périhélie. Soit elle n'a pas 900 000 ans, ce qui contredit les calculs de trajectoire, soit elle est protégée par des mécanismes qui n'existent pas dans les comètes naturelles. Si elle est protégée, ces mécanismes impliquent une conception. S'il y a conception, il y a intelligence. S'il y a intelligence à une distance de 32 à 48 années-lumière, l'humanité n'est pas seule. Cette conclusion découle des mesures et de l'analyse de la trajectoire. Cependant, cette conclusion ne peut être officiellement énoncée, sans preuves extraordinaires à l'appui. Article du Dr Kozlov sur le retracement soumis à nature le 2 décembre, rejeté le 18 décembre, soit 16 jours plus tard. Le rejet indiquait « L'identification du système stellaire d'origine nécessite des hypothèses sur les mouvements stellaires et le potentiel galactique qui introduisent des incertitudes rendant les conclusions spéculatives. » Tout calcul rétrospectif de trajectoire nécessite ces hypothèses. Des articles précédents utilisant des méthodes identiques ont été publiés dans Nature sans souci d'incertitude. Cet article spécifique identifiant des étoiles d'origine plausible pour un objet potentiellement artificiel est jugé trop spéculatif. Qu'est-ce qui rend l'identification de l'origine de l'objet plus spéculative que toute autre étude de trajectoire? Pendant ce temps, des évaluations classifiées ont abouti à des conclusions qui ne se reflètent pas dans les déclarations publiques. Une note de service divulguée lors de la réunion du Conseil national de sécurité du 12 décembre traitait des scénarios de planification stratégique pour les événements de contact interstellaire. La note discutait des cadres de réponse pour la détection d'objets supplémentaires présentant les caractéristiques 3E Atlas et des protocoles de gestion de l'information publique si l'origine artificielle fait l'objet d'un consensus. Le langage utilisé indique que les planificateurs du NSC traitent l'origine artificielle comme un scénario plausible nécessitant une planification d'urgence. Il ne s'agit pas d'une spéculation marginale, mais d'une possibilité évaluée, justifiant une planification stratégique au niveau présidentiel. La note décrivait 3 scénarios. Scénario 1, détection d'objets supplémentaires sur des trajectoires d'approche de la Terre, indiquant des opérations de surveillance systématique. Le cadre de réponse comprend le renforcement des réseaux de détection, la coordination internationale pour éviter la panique et l'évaluation visant à déterminer si l'activité de surveillance est préliminaire à un contact direct ou à une invasion. Scénario numéro 2. Aucun objet supplémentaire n'est détecté, mais les caractéristiques 3I Atlas sont confirmées comme étant artificielles après une analyse supplémentaire. Le cadre de réponse comprend une divulgation contrôlée, mettant l'accent sur l'interprétation d'une reconnaissance pacifique et la coopération internationale sur les protocoles de réponse. Troisième scénario, des preuves apparaissent indiquant que 3I Atlas n'était pas une reconnaissance mais un test d'armes. Le cadre de réponse est classifié, mais la note indique qu'il implique des protocoles généralement réservés aux scénarios de menaces nucléaires. Ces scénarios sont planifiés au plus haut niveau du gouvernement, tandis que le public ignore que l'objet est considéré comme potentiellement artificiel. Pourquoi planifier des scénarios si l'évaluation conclut que l'origine naturelle est certaine? La planification a lieu parce que l'évaluation est incertaine et que les conséquences d'une erreur seraient catastrophiques. Si l'objet est un éclaireur artificiel et que d'autres vagues arrivent, le manque de préparation garantit le chaos. Si l'objet est un essai d'armes démontrant une capacité d'extinction optimisée chimiquement, le fait de ne pas reconnaître la menace garantit une surprise stratégique. La planification des scénarios les traite comme des possibilités réelles nécessitant une préparation, quelle que soit leur probabilité. Le ministère de la Défense a créé le 15 décembre une force opérationnelle interarmée pour l'évaluation des objets spatiaux anormaux sous le commandement spatial américain. Cette force opérationnelle réunit des analystes du renseignement, des astrophysiciens, des spécialistes des armes chimiques et des planificateurs stratégiques.
Son existence a été révélée par des documents budgétaires, mais les détails de sa mission sont classifiés. Le mandat de la force opérationnelle a été obtenu grâce à une fuite. Évaluer le profil de menace des objets interstellaires présentant des propriétés incompatibles avec une formation naturelle et élaborer des protocoles d'intervention pour divers scénarios de rencontres, notamment la reconnaissance pacifique, la surveillance hostile et les essais d'armes préventifs. Ce langage traite le 3-Eye Atlas comme une menace potentielle nécessitant une analyse militaire. La reconnaissance pacifique est le meilleur scénario. La surveillance hostile est préoccupante. Les essais préventifs d'armes sont un scénario cauchemardesque qui implique que la civilisation qui envoie le 3-Eye Atlas pourrait envoyer des armes ensuite. Le fait que le groupe de travail planifie tous les scénarios signifie que l'évaluation a conclu que tous restent possibles. L'armée ne planifie pas de réponse à des menaces impossibles. La planification indique l'évaluation. La menace est réelle. Sa nature est incertaine. Une préparation est nécessaire. Le groupe de travail comprend du personnel du National Reconnaissance Office, l'agence de renseignement satellite. La participation du NRO signifie que des moyens de surveillance spatiale optique et infrarouge sont chargés de rechercher d'autres objets. Les satellites du NRO sont conçus pour suivre les satellites adverses et les lancements de missiles. Ils suivent désormais les menaces interstellaires potentielles. Il s'agit d'une extension majeure de la mission, qui ne se justifie que si l'évaluation de la menace justifie le détournement de moyens de renseignement stratégiques. Quelle évaluation justifie l'utilisation de satellites espions pour surveiller les comètes? La coordination internationale montre des préparatifs parallèles. L'OTAN a tenu une réunion d'information classifiée le 19 décembre à l'intention des ministres de la Défense de l'Alliance, consacrée aux vecteurs de menaces non conventionnelles émergentes provenant du domaine spatial. La réunion comprenait une évaluation technique 3-Eye Atlas. Le communiqué de l'OTAN publié après la réunion indiquait seulement que l'Alliance continue de surveiller l'environnement de sécurité spatiale. Mais les documents de la réunion qui ont fuité comprenaient une discussion sur les protocoles de réponse si d'autres arrivées interstellaires anormales présentent des caractéristiques de trajectoire suggérant une intention hostile. L'OTAN prépare des réponses militaires aux objets interstellaires. Cela ne se produit que si les objets sont considérés comme des menaces militaires potentielles. Les comètes naturelles ne justifient pas une planification militaire de l'OTAN. La Russie a annoncé le 21 décembre la création d'une unité spéciale d'évaluation des phénomènes spatiaux sous l'égide des forces spatiales russes. La mission de cette unité consiste à surveiller les objets entrant dans le système solaire depuis des sources externes et à évaluer les implications stratégiques des phénomènes spatiaux inhabituels. Les médias russes ont mis l'accent sur la surveillance astronomique naturelle. Mais le fait que cette unité soit placée sous l'autorité des forces spatiales, une organisation militaire, indique que l'évaluation va au-delà de la simple curiosité scientifique. La Russie prépare des réponses militaires aux phénomènes spatiaux. Quel phénomène justifie une préparation militaire? La Chine est restée silencieuse publiquement, mais son activité est visible. L'équipage de la station spatiale chinoise a effectué des observations en décembre à l'aide d'un télescope ciblant spécifiquement les régions où d'autres objets interstellaires seraient détectables s'ils s'approchaient dans des directions similaires à celles de 3-Eye Atlas. Ces observations ne sont pas des relevés astronomiques de routine. Il s'agit d'une recherche ciblée d'une classe d'objets spécifiques provenant de directions spécifiques. Pourquoi rechercher si l'évaluation d'objets supplémentaires est peu probable? La recherche indique que l'évaluation chinoise conclut que d'autres objets pourraient exister et que leur détection est une priorité. Les réponses commerciales se sont accélérées. Le partenariat conclu le 8 décembre entre Blue Origin et la société chinoise Origin Space pour la technologie des ressources spatiales contourne les contrôles à l'exportation américains en menant le développement en Chine. Ce partenariat permet d'accéder aux données de détection chinoises et aux résultats des études sur les ressources. Si la Chine identifie des objets volatiles purs accessibles, Blue Origin obtient un accès commercial, tandis que les restrictions du gouvernement américain s'appliquent aux concurrents nationaux. Il s'agit d'un positionnement stratégique pour la concurrence qui n'a pas encore été reconnu publiquement. Pourquoi se positionner pour la concurrence si les objets à conquérir n'existent pas? La planification de la mission SpaceX a avancé sans annonce publique. Des sources de l'industrie satellitaire ont rapporté en décembre que SpaceX avait réservé des lancements Falcon Heavy pour 2027 charges utiles décrites comme des missions de prospection dans l'espace lointain. La réservation de lanceurs 3 ans à l'avance nécessite une planification de missions très avancée. La planification nécessite la sélection de cibles. Les cibles sont des objets similaires à la composition 3-Eye Atlas.
Comment SpaceX a-t-il identifié les cibles si aucun objet de ce type n'a été répertorié publiquement? Les marchés financiers ont continué à intégrer ces développements dans leurs prix. Les options de janvier pour les entreprises chimiques et les sous-traitants spatiaux ont affiché une volatilité implicite élevée. Anticipation par le marché de mouvements de prix importants, ce qui suggère que les traders anticipent des annonces ou des développements majeurs. Les options sont des événements qui n'ont pas encore eu lieu. Quels événements les marchés anticipent-ils? Pourquoi les anticiper spécifiquement en janvier? Quelles informations suggèrent un calendrier en janvier pour des développements importants? Le comportement du secteur des assurances a révélé ses attentes. Les nouvelles polices émises après le 1er janvier incluent des limitations de couverture pour les opérations spatiales perturbées par la rencontre d'objets non identifiés, présentant des propriétés chimiques ou thermiques anormales. Il s'agit d'une exclusion extrêmement spécifique. Les polices standards couvrent les risques génériques. Les exclusions spécifiques ciblent les menaces identifiées. Quelles menaces identifiées impliquent la rencontre d'objets présentant des propriétés chimiques anormales? Pourquoi ces rencontres sont-elles attendues avec une probabilité suffisante pour justifier une modification du libellé des polices? La fragmentation de la communauté universitaire a été rendue publique. La réunion d'hiver de l'American Astronomical Society, prévue du 6 au 10 janvier, prévoyait 6 sessions sur les objets interstellaires. Les 6 sessions ont été annulées le 3 janvier avec l'explication suivante: conflit d'horaire nécessitant des ajustements du programme. Une autre explication provient d'emails du comité d'organisation qui ont fuité. Les sessions ont été annulées après que plusieurs intervenants se sont retirés suite à des pressions institutionnelles leur demandant de ne pas présenter publiquement les résultats de 3E Atlas. Ces pressions provenaient de la NASA, du DOE et d'agences de défense employant ou finançant des chercheurs. Les institutions ont empêché leurs scientifiques de présenter leurs recherches lors d'une conférence publique. Pourquoi empêcher la présentation publique de résultats scientifiques si ces résultats sont des résultats astronomiques conventionnels? Cette obstruction a suscité une vive réaction. Le 10 janvier, une lettre ouverte signée par 147 scientifiques a exigé la publication immédiate des données et la fin de l'obstruction à la publication. La lettre accusait les agences de donner la priorité au contrôle institutionnel sur le progrès scientifique et avertissait que la poursuite des restrictions poussera les chercheurs vers des institutions étrangères offrant la liberté académique. La lettre représente une rupture publique entre la communauté scientifique et les agences gouvernementales. Cette rupture survient parce que les scientifiques reconnaissent que l'obstruction n'est pas un désaccord scientifique, mais un contrôle stratégique. Contrôle sur quoi? Sur les informations que les agences jugent stratégiquement sensibles. Pourquoi l'absence de poussière est-elle stratégiquement sensible, à moins que ses implications ne s'étendent au-delà de la science au domaine de la sécurité? Pendant ce temps, les preuves physiques continuent de s'accumuler. Les observations au sol effectuées jusqu'en décembre n'ont détecté aucune poussière, malgré la poursuite des émissions de gaz. Le passage rapproché de la sonde Parker Solar Probe en janvier a permis de capturer des images supplémentaires montrant l'absence continue de poussière. Chaque observation confirme l'anomalie. Pourtant, tous les articles expliquant cette anomalie sont rejetés. Ce schéma est constant dans toutes les institutions internationales. Les revues aux États-Unis, en Europe et au Japon rejettent toutes les publications. La coordination s'étend à l'échelle mondiale. Pourquoi l'absence de poussière nécessite-t-elle une suppression mondiale des publications, à moins que tous les gouvernements ne soient parvenus à une évaluation similaire nécessitant un contrôle similaire? Et l'objet s'éloigne. En janvier, la distance dépasse 1,2 unités astronomiques. L'activité diminue. La température de surface est de 140 Kelvin. Les émissions de gaz sont inférieures au seuil de détection. En mars, l'objet devient trop faible pour être observé par spectroscopie. En juin, il est trop faible pour être imagé. La fenêtre d'observation se referme. Pourtant, les réponses institutionnelles s'accélèrent. Les budgets augmentent. Des programmes sont lancés. Les tensions internationales s'intensifient. La planification militaire s'intensifie. Une concurrence commerciale émerge. Tout cela se produit alors que l'objet devient inobservable. Si l'objet s'éloigne et ne peut menacer la Terre sur sa trajectoire de départ, pourquoi les préparatifs en vue d'une menace s'intensifient-ils? Parce que la menace ne vient pas de 3E Atlas, mais de ce que 3E Atlas représente. Si des comètes naturelles purement volatiles existent dans des endroits accessibles, elles représentent des ressources et des armes. Si les composés volatiles purs indiquent une composition artificielle, 3I Atlas représente une reconnaissance par une intelligence surveillant la Terre. Si la reconnaissance est confirmée, des scénarios de contact sont activés. Contact avec une intelligence possédant une capacité de voyage interstellaire. Une intelligence qui a choisi la Terre pour l'observer.
une intelligence qui pourrait revenir. Ces implications justifient les réponses institutionnelles, quelle que soit la menace actuelle posée par l'objet en partance, mais les implications restent tacites. Les déclarations officielles maintiennent que l'absence de poussière est un phénomène naturel inexpliqué, nécessitant des recherches supplémentaires. Officieusement, les institutions se préparent à des scénarios traitant l'objet comme une sonde de reconnaissance provenant d'une intelligence située à 32 à 48 années-lumière de distance et possédant une technologie permettant des voyages interstellaires de 900 000 ans, tout en conservant ses capacités opérationnelles. L'écart entre les déclarations officielles et les préparatifs officieux se creuse. Cet écart crée une asymétrie de l'information. L'asymétrie crée une vulnérabilité. Si l'intelligence a envoyé 3I Atlas et que d'autres sondes suivent, le public l'apprendra par détection plutôt que par divulgation. Le public non préparé est confronté à des révélations sans contexte. Les parallèles historiques ne sont pas encourageants. Les changements de paradigme soudains créent une instabilité sociale. Les institutions religieuses sont confrontées à des crises théologiques. Les institutions politiques sont confrontées à des questions de légitimité. Les systèmes économiques sont confrontés à un effondrement de la confiance. Tout cela parce que les informations ont été dissimulées pendant la phase de préparation, laissant le public sans période d'adaptation. Si l'intelligence a envoyé 3I Atlas à titre d'essai ou de démonstration, le message est reçu par les institutions, mais pas par le public. Le message dit « Nous existons, nous pouvons vous atteindre ». Nous comprenons que la chimie permet des scénarios d'extinction. Nous avons fait une démonstration que vous ne pouvez pas expliquer naturellement, mais que vous ne pouvez pas prouver artificiellement. À vous de jouer. Il s'agit d'une communication ambiguë, démontrer ses capacités tout en conservant la possibilité de nier. Si les institutions ont reconnu le message, leur réponse, préparatifs frénétiques, planification stratégique, coordination internationale, mobilisation militaire, est logique. Mais la réponse se fait en secret, tandis que le public ignore l'existence du message. Si le message existe et que le public en prend connaissance sans y être préparé, des questions se posent auxquelles les institutions ne peuvent répondre facilement. Pourquoi le message a-t-il été caché? Quels autres messages existent? Sommes-nous en danger? Quelles sont nos capacités? Avons-nous une réponse? Pouvons-nous communiquer en retour? Devrions-nous le faire? Chaque question en entraîne d'autres. Des questions sur la compétence, la transparence, l'autorité, la confiance, des questions qui sapent la légitimité institutionnelle si les réponses révèlent une tromperie prolongée. Mais le choix a été fait de tromper. Le risque d'une divulgation prématurée a été jugé plus important que le risque d'une éventuelle exposition. La stabilité à court terme a été privilégiée par rapport à la confiance à long terme. Un calcul institutionnel rationnel. Mais ce calcul supposait que le contrôle serait maintenu jusqu'à la fin des préparatifs. Le contrôle ne tient pas. Les fuites s'accélèrent, la coordination internationale se fragmente, la communauté scientifique se révolte, les marchés financiers anticipent les développements, la prise de conscience du public s'accroît par d'autres canaux, le calendrier se resserre, la divulgation approche, qu'elle soit contrôlée ou chaotique. Et lorsque la divulgation aura lieu, par une fuite, par un lanceur d'alerte, par une annonce chinoise, par la détection d'un objet supplémentaire, par un krach financier anticipant des scénarios d'extinction, par un chef religieux déclarant une crise théologique, par l'un des milliers de chemins imprévisibles, les questions porteront non seulement sur ce qu'est 3I Atlas, mais aussi sur les raisons pour lesquelles l'information a été dissimulée. Pourquoi les scientifiques ont été réduits au silence? Pourquoi les données ont été classifiées? Pourquoi les articles ont été rejetés? Pourquoi le public a été maintenu dans l'ignorance pendant que les institutions se préparaient? Les réponses à ces questions détermineront si la transition sera gérée ou catastrophique. Les institutions ont choisi le secret. Le secret est en train d'échouer. Le point de rupture approche. 3I Atlas s'en va en emportant ses secrets. Mais les secrets restent dans les dossiers classifiés, les bases de données restreintes, les manuscrits rejetés, les mémos divulgués, les habilitations de sécurité suspendues, les sessions de conférences annulées et les comportements des institutions qui se préparent à des scénarios qu'elles refusent de nommer, des preuves de poussière qui devraient exister mais qui n'existent pas, des preuves d'une composition qui ne devrait pas exister mais qui existe, des preuves d'une trajectoire qui devrait être aléatoire mais qui semble ciblée, des preuves d'une réponse institutionnelle qui devrait être scientifique mais qui est stratégique, des preuves qui s'accumulent malgré la suppression. Des preuves qui finiront par imposer les conclusions auxquelles les institutions sont parvenues il y a des mois, mais qu'elles ne peuvent pas encore reconnaître. La poussière a disparu. C'est un fait.
La raison pour laquelle la poussière a disparu conduit à des possibilités que les institutions jugent inacceptables pour le public. Les explications naturelles ont échoué. Les explications artificielles restent à prouver. L'ambiguïté persiste. Mais l'ambiguïté ne nécessite aucune action si l'objet est une curiosité bénigne. L'ambiguïté nécessite une action urgente si l'objet est une reconnaissance, un test d'armes ou une tentative de contact. Les institutions ont choisi d'agir. L'action révèle l'évaluation, même si celle-ci reste classifiée. Elles pensent que l'absence de poussière signifie quelque chose d'assez important pour rediriger des milliards, quelque chose d'assez menaçant pour impliquer l'armée, quelque chose d'assez stratégique pour fragmenter la coopération internationale, quelque chose d'assez compliqué pour nécessiter le secret pendant la période de préparation. Mais cette période touche à sa fin. L'objet s'en va, les preuves restent, les réponses institutionnelles se poursuivent, la sensibilisation du public s'accroît, le délai de divulgation se raccourcit, les questions se multiplient. Quelles conclusions les institutions ont-elles tirées? Quand le public sera-t-il informé? Comment la divulgation se fera-t-elle? Que se passera-t-il ensuite? Y en aura-t-il d'autres? Pouvons-nous réagir? Devons-nous nous cacher ou signaler notre présence? Est-il déjà trop tard? Ces questions n'ont pas de réponse dans les archives publiques. Les réponses se trouvent dans les évaluations classifiées produites par les institutions qui ont examiné l'ensemble des données et conclu que la ligne de conduite actuelle était nécessaire. La question de savoir si cette ligne de conduite est correcte ou représente une erreur de jugement historique ne sera tranchée que lorsque d'autres objets arriveront, confirmant l'origine des renseignements, ou lorsque des décennies se seront écoulées sans suivi, indiquant que Three Eye Atlas était une anomalie naturelle amplifiée de manière disproportionnée par la paranoïa institutionnelle. L'une ou l'autre de ces issues résoudra l'ambiguïté. Aucune des deux ne restaurera la confiance détruite par le secret. Ce préjudice est permanent. Le coût de la stratégie choisie, qu'elle ait été nécessaire ou non. Three Eye Atlas s'en va. L'humanité reste. Changée par une rencontre que nous ne comprenons pas encore. Se préparant à des scénarios qui ne nous ont pas été révélés. Se précipitant vers une divulgation que nous ne pouvons contrôler. Face à des possibilités que nous ne sommes pas prêts à accepter. Telle est la situation alors que l'objet disparaît de notre champ de vision. Les preuves sont documentées, les implications sont évaluées, les réponses sont coordonnées. Le public n'est pas informé, le calendrier est comprimé, le contrôle échoue. La vérité approche, que nous soyons prêts ou non.